Présidentielle aux États-Unis, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le débat opposant le candidat Donald Trump à Harris, la candidate démocrate. Je ferai une analyse personnelle de ce qui est sorti de ce débat, contrairement à ce que j'observe un peu partout à travers les médias français qui estiment que la candidate Harris a envoyé au tapis le candidat Donald Trump. Je les surprendrai. Écoutons d'abord quelques extraits des temps forts de ce débat et on revient derrière. On n'en fait même plus aux États-Unis à cause de politiques comme celle des démocrates. Alors pas elle, parce qu'elle n'a même pas de mesures politiques, mais tout ce en quoi elle croyait il y a 3-4 ans a maintenant disparu et elle a rejoint ma philosophie. D'ailleurs, je lui ai envoyé une casquette MAGA rouge. En tout cas, si elle était élue, je suis sûr qu'elle changerait les choses et dans le mauvais sens. C'est une marxiste et ça tout le monde le sait. Son père est un professeur d'économie marxiste et manifestement il lui a bien fait la leçon. Et quand vous voyez ce qu'elle a fait à notre pays, quand on voit aussi ces millions et millions de personnes qui inondent notre pays depuis l'étranger tous les mois, c'est 21 millions, pas 15 d'ailleurs, j'entends 15, mais c'est 21, je pense peut-être même plus. C'est plus que l'État de New York. Et regardez ce que font ces immigrés qui sont des criminels qui arrivent dans notre pays. Et ça, c'est très mauvais pour notre économie. On va parler d'immigration tout à l'heure, mais l'immigration, c'est ce qui peut arriver de pire à notre économie. Donc, son administration et la vice-présidente a détruit notre pays avec des mesures qui sont insensées, des mesures politiques de gens qui détestent notre pays. Merci. Je me tourne maintenant sur le sujet de l'avortement. Monsieur Trump, vous avez souvent La population a besoin d'un dirigeant qui trouve des solutions, qui règle les problèmes qui se présentent. Sauf que l'ancien président préfère tourner le dos à un problème plutôt que de le résoudre. Et je peux vous dire qu'il va parler beaucoup d'immigration ce soir, même quand ce n'est pas le sujet. Et je vais faire quelque chose d'assez inattendu. Je vais vous inviter à vous rendre à un meeting de Donald Trump. C'est très intéressant. Vous verrez, pendant ces meetings, il parle de personnages fictifs, Hannibal Lecter par exemple. Il parle de différents types de cancers. Et en fait, certaines personnes quittent ces meetings parce qu'ils sont épuisés et ils s'ennuient. Et vous pouvez être sûr qu'il ne parlera pas de vous. Vous ne l'entendrez pas parler de vos besoins, vos rêves, vos désirs. Et je crois que vous méritez un président qui vous accorde la priorité. Je m'engage à le faire. Créer 1200 Israéliens, de nombreux jeunes qui étaient simplement à un concert, des femmes qui ont été violées de manière atroce. Donc oui, je l'ai dit avant, je le dis maintenant, Israël a le droit de se défendre et nous on le ferait aussi. Mais la façon dont Israël le fait est importante parce que c'est vrai aussi que beaucoup trop de Palestiniens innocents ont été assassinés, des enfants, des mères. Et on sait que cette guerre doit prendre fin. Cette guerre doit cesser immédiatement. Et la seule façon d'y arriver, c'est un accord de cessez-le-feu et une libération des otages. Nous allons continuer à travailler jour et nuit pour y arriver. Et on va aussi essayer de définir une voie pour une solution à 2 États. Et pour cette solution, il faut que le peuple israélien et Israël soient en sécurité, mais aussi les Palestiniens. Et je donnerai toujours à Israël la capacité de se défendre, surtout vis-à-vis de l'Iran et toute menace que l'Iran et ses alliés présentent pour Israël. Mais nous devons absolument avoir une solution à 2 États où on peut reconstruire Gaza, où les Palestiniens peuvent avoir la sécurité, l'autodétermination et la dignité qu'ils méritent. Monsieur le Président Trump, comment est-ce que vous négocieriez avec Netanyahou et également le Hamas pour
pour faire sortir les otages et empêcher de tuer davantage de civils. Si j'avais été président, déjà, on n'aurait jamais eu cette guerre-là. La Russie, d'ailleurs, n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Je connais très bien le président Poutine et pendant mon mandat, il n'y avait aucune menace de la Russie contre l'Ukraine. Et pourtant, on a des millions de personnes qui sont mortes en Ukraine, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, quand elle parle d'Israël, on se rend compte d'une chose, c'est qu'elle déteste Israël. Elle ne voulait même pas rencontrer Netanyahou quand il était au Congrès pour faire un discours. Elle a refusé de le rencontrer parce qu'elle était à une réunion pour la sororité. Elle déteste l'Israël. Et moi, je pense qu'Israël risque de disparaître au bout de 2 ans si elle est présidente. Et je me trompe rarement, même si là, j'aimerais. Et elle déteste aussi les populations arabes parce que toute la région va exploser. Les Arabes, les Juifs, Israël va disparaître. Bref, tout cela ne serait pas passé sous mon mandat. L'Iran était un pays brisé, mais toutes les sanctions que j'avais imposées ont été levées. L'Iran n'avait aucun argent pour financer le Hamas, le Hezbollah et toutes ces sphères et ces nébuleuses terroristes. Il n'y avait pas d'argent pour financer ces groupes terroristes. D'ailleurs, vous avez fait des émissions là-dessus. Il n'y avait pas d'argent pour financer le terrorisme. Maintenant, ce pays, l'Iran, est un pays riche. Et ce qu'ils font de cet argent, eh bien, c'est de financer les organisations terroristes. Regardez ce qui se passe avec les Houthis au Yémen. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Rien de tout ça ne se serait passé sous mon mandat, sous mon administration. Et avant même de devenir président, si je suis élu, je réglerai le problème. Harris, Trump dit que vous détestez Israël. Faux. Toute ma carrière et toute ma vie, j'ai soutenu Israël et le peuple israélien, il le sait très bien. À nouveau, il essaie de semer la division et de distraire le public par rapport à la réalité. On sait très bien que Donald Trump est faible et il a tort vis-à-vis de la sécurité nationale et la politique étrangère. On sait très bien qu'il admire des dictateurs. Il veut devenir dictateur le premier jour de son mandat, il l'a dit lui-même. On sait tous qu'il a dit de Poutine qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait en Ukraine. On sait très bien aussi qu'il a dit que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, c'était formidable. On sait qu'il a échangé des lettres d'amour avec Kim Jong-un. Et on sait parfaitement que ces dictateurs et ces autocrates souhaitent qu'il redevienne président. Ils souhaitent que vous soyez président à nouveau parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent vous manipuler avec des flatteries, avec des services rendus. Et c'est pour ça que beaucoup de dirigeants militaires avec lesquels vous avez travaillé m'ont dit que vous étiez une honte. C'est pour ça que nous savons qu'il faut qu'on ait un président qui n'est pas faible et qui ne se trompe pas sur la sécurité nationale et surtout l'importance de défendre et de respecter nos forces armées. Madame la vice-présidente Harris, merci. Alors c'est eux et c'est elles qui sont en réalité faibles d'un point de vue de la sécurité nationale. Toutes les nations du monde entier, 168 pays du monde entier ont envoyé leurs criminels chez nous, moyennant quoi les taux de criminalité sont bas chez eux. Poutine a dit, j'espère que c'est Harris qui gagnera, parce que lui, il s'en tire plutôt bien. Il a mené une guerre grâce à Biden. Ça ne se serait pas passé avec moi. Les chefs d'État d'autres pays pensent qu'ils sont faibles et incompétents. Ils le sont incompétents. Et j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce que Biden a tué le pipeline Keystone et pourquoi est-ce qu'il a permis à Nord Stream 2, le pipeline russe qui alimente toute l'Europe, d'exister? Tout simplement parce qu'ils sont faibles et inefficaces. Merci, il y a encore beaucoup. Et c'est pourquoi il a dénigré constamment les soldats, notamment les soldats décédés. Et nous devons défendre et respecter la force des forces armées américaines dans le monde. Votre réponse. Vous affirmez avoir entamé les négociations, président Trump. Alors quand on regarde cette époque-là, on voit que les talibans étaient en train de tuer nos soldats avec des snipers. Donc j'ai échangé avec les talibans parce que c'était eux qui tuaient les soldats américains.
Alors oui, j'ai engagé un dialogue et Abdul est le chef des talibans et il est toujours. Et je lui ai dit, écoutez, arrêtez immédiatement parce que sinon il y aura des problèmes. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que M. Trump, vous m'envoyez une photo de ma maison? J'ai dit, bah, vous n'avez qu'à deviner. Et pendant 18 mois, personne n'a été tué. Mike Pompeo a négocié un très bon accord. C'était un accord qui est très, très bon parce qu'on aurait pu faire un retrait plus rapide d'Afghanistan. On n'aurait pas abandonné autant d'Américains sur place. Ça n'aurait pas été aussi chaotique. Et surtout, on n'aurait pas laissé 85 millions de dollars d'équipement derrière nous. Donc ils ont complètement raté cette sortie d'Afghanistan. L'accord stipulait qu'il fallait faire ceci, cela et tout ça dans l'ordre et ils ne l'ont pas fait. Cet accord, il n'a pas du tout été suivi par les démocrates. Et les démocrates ont présidé le pire retrait, la pire sortie d'un pays à un moment très embarrassant. Et c'est là que la Russie a attaqué l'Ukraine puisqu'ils ont vu l'incompétence de cette administration. On va maintenant passer aux relations raciales en politique. Vous avez dit récemment, je ne savais pas que Kamala Harris était noire jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle va être reconnue en tant que noire. J'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire d'aborder l'identité mais non, mais en raciale? fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Vous en faites tout un plat alors que moi, je m'en fiche complètement. Elle peut être ce qu'elle veut. Mais c'était vos propos. Écoutez, je n'en sais rien. Moi, j'ai lu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'était pas noire. Et en tout cas, c'était son propos. Et puis ensuite, elle a dit qu'elle était noire. Et pas de problème. Moi, d'un côté, de l'autre, ça me va. Peu importe, c'est elle qui choisit. Votre opinion, vice-présidente Harris? Franchement, c'est tragique. Un candidat à la présidentielle a constamment, au cours de sa carrière, cherché à utiliser la couleur de peau pour diviser les Américains. Je pense que la grande majorité d'entre nous savent que nous avons plus en commun que ce qui nous divise. On n'a pas besoin de ce genre d'approche qui cherche sans cesse à nous diviser, surtout en fonction de la couleur de peau. Rappelez-vous comment Donald Trump a commencé. Il avait des terres, il avait de l'immobilier et il faisait l'objet d'enquêtes parce qu'il a refusé de louer des biens à des familles noires. N'oublions pas, c'est la même personne qui a pris une publicité dans le New York Times pour demander l'exécution de 5 jeunes garçons noirs et latinos qui étaient innocents, les 5 de Central Park, donc une publicité d'une page entière dans le New York Times pour appeler à leur exécution. C'est la même personne qui a diffusé des... En fait, analysons le débat présidentiel entre Trump et Kamala Harris, démocrate, et je rappelle que Trump, lui, il est républicain. Je vais au préalable remettre les dés à la surface. Ici, j'épouse, moi, de façon personnelle, j'épouse le plan politique de Donald Trump. Je suis un républicain. Un républicain, à la base, c'est celui-là qui pense que c'est sa république qui doit d'abord être mise en avant les autres. C'est-à-dire, les gens peuvent bien avoir des problèmes chez eux. Ça le concerne, c'est vrai, mais il doit d'abord s'assurer que ceux de son propre territoire ou ses compatriotes sont à l'aise. Il doit s'assurer que l'intégrité nationale de son pays soit au beau fixe. Il doit s'assurer de tout l'ensemble de ces choses. Donc, un républicain, c'est celui-là qui s'intéresse d'abord à son pays avant de chercher à savoir ce que l'autre vit ou alors les problèmes que l'autre a. Par contre, un démocrate, c'est celui-là qui, oui, lui s'intéresse aux problèmes de son pays, mais aussi plus des problèmes des gens. Il est ce personnage-là qui estime que
si tu ne respectes pas la démocratie, alors tu lui as cherché des problèmes parce qu'ils estiment qu'ils sont les pères de la démocratie. Voilà. Donc, je prendrai ici des exemples très simples. Kamala Harris, qui est la candidate dont le Parti démocrate a proposé après avoir constaté que le président Biden était fatigué, a donc effectué un débat ce soir que beaucoup estiment qu'elle a gagné. Moi, je ne trouve pas à quel niveau elle a gagné le débat. Elle a été franchement confrontée face à Donald Trump. Donald Trump a été très clair dans la façon de présenter les choses. Ce que je retiens d'une seule chose, nous, Africains d'Afrique, c'est que notre malheur provient des démocrates. En un seul mot, le malheur de l'Afrique provient de cette histoire de démocratie que les Américains imposent au monde entier. À cause de cette valeur de démocratie dont ils prônent chaque fois, ils sont sur le point de mettre la planète Terre à feu et à sang. Parce qu'ils estiment que c'est leur loi qui doit être mise en avant, c'est leur loi qui doit exister, c'est leur loi, on doit toujours penser que tout doit provenir d'eux. Des pays se sont réunis ensemble pour penser renverser la donne et ont créé une autre organisation qu'ils ont appelée, on appelle le BRICS. Le BRICS naît de ce comportement des démocrates. Le monde vit des moments difficiles à travers des guerres, des tueries à cause de ces démocrates. Ils ne sont jamais concentrés dans les problèmes qui les concernent, mais ils sont toujours en train d'aller chercher les problèmes qui sont dans les pays des autres et ils s'y intéressent et ils financent même. Les démocrates sont ceux qui sont à la base de beaucoup de malheurs dans le monde. Alors, nous allons prendre le cas de l'Afghanistan, nous allons prendre le cas de la guerre en Irak avec l'Iran, nous allons prendre le cas de l'Ukraine, le plus récent. D'où provient de façon claire et aussi simple la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine éclate d'un problème de non-respect des accords de paix et de distance qui avaient été signés entre la Russie ou alors l'ex-URSS avec l'autre côté, c'est-à-dire l'Organisation de l'Atlantique Nord, entre autres l'OTAN. Les accords précisent très bien que faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire dans cette organisation, mais ne vous rapprochez jamais de mon environnement. Ne vous rapprochez pas de mon environnement et de positionner les armes autour de moi. L'Amérique a une seule ambition à travers cette guerre en Ukraine. L'ambition de l'Amérique est de neutraliser, de trouver les moyens qui sont à leur disposition, de neutraliser la Russie. Parce qu'ils estiment, ces démocrates qui sont les plus forts du monde, et que tout pays qui refuse de leur faire allégeance entre directement en guerre avec eux. La Russie étant donc cette puissance qui aujourd'hui est devenue la première puissance nucléaire et même les premières puissances sur le plan de l'armée, se voit en train de riposter face à l'Amérique avec cette situation qui se vit actuellement en Ukraine. Ils ont tout simplement demandé à l'Amérique de ne jamais installer des bases militaires de l'OTAN proches de lui. Parce que quelqu'un installe des bases militaires de l'OTAN proches de chez toi, ça signifie qu'il veut te menacer et il veut te soumettre à sa loi. Poutine étant donc très malin et sachant tout ça, décide qu'il ne veut pas de ça. Et que si l'Ukraine accepte ce contrat, il va l'envahir. Ils se sont entêtés. Les démocrates se sont entêtés. La guerre a éclaté et des millions de personnes ont perdu la vie. Des millions de déplacés. La guerre n'est jamais une bonne chose. Alors, s'ils estiment que la cause qu'ils doivent défendre, c'est l'indépendance de l'Ukraine, qu'est-ce qui coûte donc à ces démocrates de tout simplement arrêter le processus qui consiste à encercler la Russie à travers leurs armements, avec pour ambition de le neutraliser et de faire de lui un sujet, et de dire tout simplement à la Russie que d'accord, on a compris pourquoi tu ne veux pas, ok, nous on se retire, mais arrête de massacrer les gens. Qu'est-ce qui leur coûte autour d'une conférence de paix pour pouvoir signer ces accords? Rien ne leur coûte ça. Mais ils ont l'ambition qui est claire. Ils doivent utiliser l'Ukraine pour atteindre leurs objectifs afin de rester les patrons du monde. Parce qu'il faut le dire très clairement, ils sont deux pays dans le monde entier aujourd'hui qui empêchent l'Amérique
de se taper la poitrine encore sur le plan économique et sur le plan militaire. Nous avons la Chine sur le plan économique qui empêche les États-Unis de se taper la poitrine en disant que je suis la première puissance économique. Et nous avons la Russie qui empêche les États-Unis de se prévaloir être la première puissance mondiale. Ça, c'est un problème important pour les démocrates aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle ils estiment qu'ils doivent aller en guerre contre le monde entier tant qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs. Alors, Zelensky, qui est un comédien à la base, devenu président de la République, n'a tout simplement pas compris l'enjeu de la situation. Il est manipulé, il est autour de cette affaire et c'est lui qui sortira le plus grand perdant. Poutine est la première puissance mondiale de l'armement et il ne perdra pas cette guerre. Il a prouvé déjà. La preuve, les Américains, après avoir fourni autant de millions d'armes, se voient neutralisés sur le plan de cette guerre, que ce soit aérien, que ce soit terrestre en Ukraine. Donc, les élections aux États-Unis pourront apporter beaucoup de choses à cette situation. Parce qu'il faut le retenir, cette guerre cause beaucoup de problèmes sur le plan économique dans le monde entier. Cette guerre empêche les populations, même pas ceux qui sont directement impliqués, de vivre aisément. Cette guerre cause la vie chère dans le monde entier. Soutenir Poutine, soutenir Donald Trump à cette élection signifie qu'il faudra soutenir la fin de cette guerre. Moi, je suis pour la fin de cette guerre parce que je sais une chose qui est sûre. Vladimir Poutine ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire. Et si l'Amérique veut pousser le bouchon loin, nous n'allons pas éviter. Nous allons entrer dans une troisième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale la plus violente qui existe, qui n'a jamais existé. Alors, soutenir Donald Trump, c'est tout simplement soutenir la logique. Donald Trump est un personnage très spécial. Lui particulièrement dit trop de vérité. Il ne contourne pas. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est clair. Il n'y a pas lieu de jouer à l'hypocrisie parce que les démocrates sont des gros hypocrites. Ils sont exactement comme leurs complices européens, des purs hypocrites. Ils te font croire qu'ils t'aiment pour te soutirer de l'énergie, mais quand ils en ont fini avec toi, ils peuvent te rejeter simplement. Donald Trump, lui, n'est pas de cette église. Lui, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Donc, Donald Trump propose de le placer à la présidence de la République parce que sous son mandat, il va faire arrêter cette guerre. Et effectivement, il suffit qu'il soit président pour arrêter cette guerre parce que cette guerre existe grâce à l'Amérique, pas grâce à l'Europe. L'Europe n'a rien pour financer cette guerre, mais cette guerre existe grâce à l'Amérique. Donc, pour l'arrêter, il suffit de comprendre une seule chose. L'accord de paix qui doit être signé doit être l'accord de paix selon lequel Donald Trump, qui est l'Amérique, doit accepter qu'il ne doit jamais, dans les périmètres de l'ex-URSS, implanter des armes pour essayer de neutraliser la puissance de Russie. Si ces accords sont respectés, la guerre va s'arrêter. Poutine n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine. Mais si cette guerre ne prend pas fin, il finira par le faire parce qu'il va de sa survie et de son indépendance aussi et de ses populations. Donc, soutenir Donald Trump dans cette élection serait soutenir la logique, serait soutenir le bon sens. Moi, c'est ce que je pense. Dans ce débat, je vois des médias français toujours dans leur qualité de propagandiste dire que Kamala Harris a gagné le débat. Moi, je ne vois pas en quoi elle a gagné le débat. Donald Trump a été très clair dans sa position. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Les démocrates sont exactement ce qu'il a dit. Vous avez eu l'occasion d'écouter dans le cadre des extraits que j'ai fait passer. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site le site officiel pour suivre le débat dans son intégralité. Donc Donald Trump est clair. Il faut réduire l'immigration parce que grâce à cette immigration, son pays est en insécurité. N'importe qui on ne doit pas empêcher quelqu'un de s'intéresser à sa république. On ne devrait pas empêcher quelqu'un de vouloir réduire certaines choses pour la sécurité de sa république. 1, 2, donc c'est très logique ça. Et sur le plan de l'immigration, pour moi, s'il est encore une fois de plus difficile, s'il est plus difficile et plus dur sur le plan de l'immigration, ça sera même un avantage pour nous les Africains. Nous les Africains, nous avons besoin
de ces dirigeants qui nous disent nos vérités pour que nous prenions nos choses en main. Je ferai une chronique sur la sortie de lancement de la chaîne Afro du grand frère Alain Foka. Ceci n'est naturellement des comportements du genre Donald Trump qui nous dit nos vérités, qui nous crache nos vérités sur le visage et avec pour objectif pour qu'on se réveille. Il a du mépris pour la race noire. Il ne le cache pas. Mais le mépris qu'il a pour la race noire, c'est tout simplement parce qu'il se demande d'où sort cette espèce d'être humain qui a accepté se faire marcher et se faire marginaliser par des gens qui, à la base, n'ont rien par rapport à eux. C'est très normal qu'il a cette position-là. Et ces genres de positions devraient contribuer à notre développement, devraient contribuer à notre éveil. C'est pourquoi moi j'apprécie Donald Trump. Donc, je suis pour la candidature de Donald Trump, je suis pour qu'il gagne cette élection. Parce que s'il gagne cette élection, le monde sera véritablement un monde juste pendant son mandat. On aura un monde juste pendant son mandat. S'il gagne cette élection, il va s'occuper de ses problèmes. Parce qu'il estime qu'il en a tellement aux États-Unis. Il va de moins en moins impliquer son nez dans les problèmes des gens parce qu'il estime que ces gens doivent se lever pour résoudre leurs problèmes. Donald Trump n'est pas trop dans la logique, surtout en Afrique, campagne d'aide de ceci, aide de cela, non. Il n'est pas trop dans ça. Vous êtes des hommes, vous devez vous lever pour chercher votre avenir. Donc, c'est un candidat qu'il faut pour un monde meilleur et pour des relations apaisées. C'est un candidat qu'il faut pour la paix dans le monde entre l'Amérique et la Russie. Soutenir Donald Trump, c'est soutenir l'avenir. Big up.